Voilà, donc, on va reprendre le cours de paléontologie après avoir vu les 4 premiers chapitres avec mon collègue Hamid Amhoud. On va voir ensemble les 3 derniers chapitres, 5, 6 et 7, et on commence donc par le chapitre 5, intitulé, comme vous le voyez, Radiation et crise. Vous savez déjà que le terme radiation signifie une augmentation du nombre de taxons, et à l'inverse, le terme crise signifie une diminution de son nombre. Lors de l'histoire de la vie sur Terre, on a une alternance entre ces deux phases. Il y a des périodes où il y a des radiations, puis des périodes où il y a des crises. Et bien évidemment, quand il y a une crise, il y a une libération d'une niche écologique, et ces niches écologiques seront exploitées par d'autres groupes, induisant ainsi une nouvelle phase de radiation. La première figure qu'on va discuter, c'est la figure 30 sur votre polycope, page 36, composée de 3 éléments. Et on va commencer par le premier, qu'on va agrandir, qui montre d'abord que, contrairement à une idée assez répandue, le précambrien est beaucoup plus long que le phanérozoïque et il constitue environ 90% des temps géologiques. Comme vous voyez ici, donc, le précambrien qui commence par le Hadien, puis archien et protérozoïque, et le phanérozoïque qui constitue 12%. Autre élément que vous avez déjà vu et qu'on va revoir, c'est la composition de l'atmosphère primitive. L'atmosphère primitive, comme vous le voyez, était riche en CO2. Et à un moment, à ce niveau ici, on va avoir le début de la libération du méthane produit par des bactéries méthanogènes. Et donc la diminution de la concentration en dioxyde de carbone est compensée par ce nouveau gaz produit par des bactéries méthanogènes. Après, les bactéries productrices du méthane sont apparues un peu plus tard, des bactéries productrices d'oxygène, ou si vous préférez, la photosynthèse qu'on voit ici. Or, l'oxygène est toxique pour les bactéries méthanogènes. Par conséquent, on considère souvent que l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère est le déclenchant de la première crise biologique dans l'histoire de la vie sur Terre. Cette première crise, dite catastrophe de l'oxygène qu'on voit à ce niveau, est connue également sous l'abréviation IOE, qui vient de l'anglais Great Oxygenation Event, c'est-à-dire l'événement de la grande oxydation. Et comme on avait dit au début, chaque phase de crise libère des niches écologiques qui seront exploitées par d'autres groupes. Et parmi les groupes qui sont apparus après cette crise, les métazoaires de Franceville au Gabon. En plus de cette première crise qui coïncide avec une glaciation planétaire, les arguments géologiques et géochimiques ont mis en évidence 2 autres grandes périodes glaciaires vers la fin du précambrien qu'on voit ici. Et ces 2 glaciations sont souvent désignées dans la littérature par le terme terre boule de neige. Voilà, donc on a ici catastrophe de l'oxygène et ici 2 autres crises, terre boule de neige. Cependant, la terre boule de neige n'était pas à 100% couverte de neige. Il y avait des zones de refuge qui correspondent soit à des sources chaudes, soit à des volcans. Et certains organismes ont survécu dans ces refuges jusqu'à la déglaciation. La dernière crise a été suivie donc, comme toute crise, par une radiation, et cette radiation correspond à
la radiation à l'apparition de ce qu'on appelle la faune édiacarienne, qui est en quelque sorte la dernière étape du précambrien. Les premiers sites assez riches et assez connus pour les faunes édiacariennes sont les sites des collines d'Ediacara en Australie, les sites de la mer Blanche en Russie et les sites de Mistaken à Terre-Neuve au Canada. Cependant, plusieurs autres sites ont été découverts a posteriori. D'abord, ici, quelques vues de l'une des collines de Diakara, d'un affleurement de Terre-Neuve au Canada et d'un affleurement de mer Blanche en Russie. En plus donc, de ces trois sites connus depuis longtemps, plusieurs sites sont connus dans le monde, c'est les différents points rouges que vous voyez ici, y compris au Maroc. Et j'ai choisi comme exemple un site découvert récemment dans la région d'Eram, qui relève de la province de Taroudant. Voilà donc ici Eram, Taroudant, et l'étoile verte qu'on voit ici et l'autre étoile qu'on voit ici correspondent donc à des sites fossilifères étudiés, plutôt publiés dans cette référence. On va voir maintenant un agrandissement de cette légende, juste pour comprendre. Vous voyez que là, on a un site en vert et l'autre en rouge, et entre les deux, cette ligne qui correspond à la limite entre le précambrien et le cambrien. Autrement dit, on a ici un site édiacarien, précambrien, et ici un site cambrien ou cambrien inférieur. Juste pour le plaisir des yeux, quelques diapositives du travail et collaborateurs publiés en 2019. Ici donc des vues du terrain et ici des vues avec des exemples de fossiles édiacariens. Pour résumer ce qu'on vient de dire à propos du cambrien, il ne faut jamais oublier que constitue environ 90% du temps géologique, qu'il est marqué par trois grandes crises qui coïncident avec les trois glaciations planétaires. Ici, la catastrophe de l'oxygène, et ici, les deux crises, terre-boule de neige. Et la dernière de ces crises est suivie par une radiation, qui est la radiation du Diacarien. Autrement dit, le Diacarien correspond à une phase de radiation qui termine donc le précambrien. Après le précambrien, on passe au phanérozoïque, où on va voir deux grandes phases de radiation et 5 grandes crises. Je profite d'abord de l'occasion pour dire que, contrairement à une idée assez répandue, il n'y a pas uniquement 5 crises dans le phanérozoïque, mais plusieurs crises, des centaines peut-être, mais parmi ces différentes crises, il y a 5 qui sont très importantes, et c'est les seules qu'on va discuter. Quant aux phases de radiation, il y a deux grandes phases de radiation. La première, donc, ça va du cambrien au permien. Puis, la plus grande crise du phanérozoïque est donc la crise de la fin du permien. Et la deuxième phase de radiation, donc, ça va du Trias jusqu'à l'actuel. Voilà donc pourquoi on dit que la phanérozoïque est marquée par deux grandes phases de radiation. La première ici, la deuxième ici. Et 5 grandes crises, fin ordovicien, fin dévonien, fin permien, la plus importante, passage Trias-Lias, et enfin, fin Crétacé. Un premier exemple qui illustre ces illustrations, que vous avez eu déjà l'occasion de voir en TP, c'est le cas des trilobites. Vous voyez ici la fin de l'ordovicien. On a l'extinction totale de ce groupe et de celui-là, et l'extinction de la majorité de cet ordre. À la fin du Dévonien, on a la disparition de pratiquement tous les ordres, sauf un,
qui a persisté après le Devonien, et lui aussi, à son tour, il est éteint lors de la crise de la fin du Permien. Deuxième exemple que vous avez également l'occasion de voir en TP, c'est le cas des échinodermes, où on voit que la plus grande crise, c'est celle de la fin du Permien. Mais en plus, cette figure, elle montre une différence entre les différentes catégories. Vous voyez que pour la fin du Permien, pour le nombre de genres, on a un très grand déclin, alors que pour le nombre de classes, il n'y a pratiquement pas de déclin. C'est pour ça qu'on dit en général que les crises se visualisent mieux par les catégories mineures. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous allez vers les catégories mineures, espèces, genres, etc., les taux d'extinction seront importants. Et au fur et à mesure que vous allez vers les catégories majeures, classes, superclasses, embranchements, les pourcentages d'extinction seront plus limités. Le troisième exemple, c'est la science qui était prévue normalement juste après les échinodermes, mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu jusqu'à maintenant pour les conditions que vous connaissez tous. On espère la reprise, et ce sera la première science dans ce cas. Donc là aussi, on voit pour la fin de l'Ordovicien l'extinction de la majorité de cet ordre et un grand étranglement pour celui-là. Pour la crise de la fin du Devonien, elle concerne particulièrement les Spériféridés et les Rhynchonidés. La crise de la fin du Permien, elle concerne essentiellement les Strophominidés, avec l'extinction totale de ce qui restait de cet ordre. Comme quatrième exemple, les ammonoïdes prévus pour les TP, pour les sciences 6 et 7. Donc, ici, pour la fin du Devonien, on a l'extinction des Clyminidés. Pour la crise de la fin du Devonien, on a l'extinction des Goniatites. Pour le passage Trias-Lias, l'extinction des Cératites. Et pour la crise du Crétacé, l'extinction totale des ammonoïdes. Une autre illustration, cette fois prise dans votre polycope TP, et avec des exemples prévus à étudier en TP. Un exemple de Clyminidés, ici, un exemple de Goniatite, un exemple de Cératite, qui caractérise, comme on le sait, le Trias, et un exemple des ammonites qui caractérise le Jurassique Crétacé. Et vous voyez qu'à ce niveau, on a l'extinction totale des ammonoïdes. L'exemple suivant concerne les amniotes, si vous préférez les tétrapodes à fécondation interne, donc qui procèdent en amnios de leur nom. La première crise est marquée essentiellement par l'extinction des pélicosaures, celle de la fin du Permien. La crise de la fin du Trias, marquée par l'extinction des thérapsides. Mais la crise la plus connue pour ce groupe est celle de la fin du Crétacé, où on a l'extinction de ce qu'on appelle communément les grands reptiles, c'est-à-dire dinosaures, tyrosaures, forme ailée, plésiosaures, forme aquatique à nageoires à queue allongée, et ichthyosaures, également forme aquatique à nageoires dorsales, et qui ressemble aux poissons. Et vous remarquez également sur cette figure un autre élément important, c'est que les mammifères qui sont présents depuis le Jurassique, ils étaient très rares durant tout le Mésozoïque et ils sont devenus abondants juste après la fin du Crétacé. Même observation pour les oiseaux qui sont présents depuis le Crétacé ou même le Jurassique. Très rares pendant tout le Crétacé et juste après la fin du Crétacé, ils sont devenus nombreux. Ce qui permet donc de dire que les grands reptiles constituaient une sorte de barrière écologique empêchant la radiation des mammifères et des oiseaux.
Il est vain d'essayer d'expliquer les crises biologiques par un seul facteur. Il faut plutôt penser à une interférence de plusieurs facteurs qui agissent en quelque sorte en concert. Et il peut avoir des facteurs de nature géodynamique, tectonique des plaques, volcanisme, etc. On peut avoir des facteurs climatiques, et on peut avoir des facteurs extraterrestres ou cosmiques, notamment des chutes de météorites ou des chocs avec des comètes. On va s'intéresser uniquement à deux exemples, celui du Permien et du Crétacé, et c'est essentiellement celui du Crétacé. Pour celui du Permien, je vais passer rapidement. Juste pour dire qu'il y a plusieurs facteurs, mais le facteur qui semble être le plus important, c'est la réduction du nombre de provinces paléogéographiques en raison de l'agrégation de tous les blocs continentaux en un seul continent que vous connaissez. Vous avez étudié ça en tectonique, donc la fameuse Pangée. Et donc, le fait que tous les blocs continentaux soient regroupés induit donc une réduction de la zone du plateau continental, qui est la zone la plus importante pour la diversité de la flore et de la faune. On va discuter un peu plus en détail la crise de la fin du Crétacé. Ici, l'une des figures que vous avez dans votre polycope issue du travail de Robin Hiroshina en 1998 et qui porte sur le site de Kef en Tunisie, où est localisé le stratotype mondial de la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Et à cette limite, généralement notée 4T, vous remarquez une pointe de la concentration en iridium, ou si vous préférez, une très nette augmentation de la concentration en iridium, et contrairement à ça, une chute du carbonate de calcium issu des tests des foraminifères. Donc, cette chute montre donc qu'il y a une chute dans les populations de foraminifères en milieu marin. Plusieurs hypothèses ont été avancées dans la littérature pour expliquer donc cette augmentation de la concentration de l'iridium à la fin du Crétacé. L'une d'entre elles, c'est une relation directe entre cet iridium et une grande activité volcanique, illustrée notamment, mais pas seulement, par les fameux trappes basaltiques du Deccan en Inde. Ces trappes basaltiques du centre de l'Inde, qu'on voit ici, donc c'est cette couleur. Donc c'est des empilements de collines volcaniques couvrant des milliers de kilomètres carrés et d'une très grande épaisseur qui peut atteindre dans certains endroits 2400 mètres. Donc, ça montre une très grande activité volcanique et certainement, elle a dû avoir des conséquences sur le climat et donc sur les êtres vivants. Donc, on peut dire des conséquences climatiques et biologiques. Et pour plus de détails, je vous renvoie à votre polycope, plus précisément à la page 40. En plus de l'activité volcanique, d'autres chercheurs pensent qu'il y a une relation entre cette concentration de l'iridium à la fin du Crétacé et l'impact d'un météorite géant. Sur cette carte, vous avez la répartition des impacts des météorites avec leurs âges respectifs en allant dans ce sens. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette partie pour le Phanérozoïque. Les autres, c'est des cratères anciens, précambriens. Et parmi ces cratères, le plus répété dans la littérature, c'est celui-là, au Mexique, donc plus précisément dans la péninsule du Yucatan. Voilà, c'est donc ce fameux cratère
qui a été découvert il y a assez longtemps, mais la première fois qu'une relation possible entre ce cratère et l'extinction de la fin du Crétacé a été avancée, c'était en 1981.